Mardi 20 juillet, bienvenue sur Télé 50 dans ce magazine Kinshasa Direct, votre magazine vespéral de pratiquement tout le soir de lundi à vendredi. Aujourd'hui, 3 dossiers du soir en marge avec l'actualité. Nous allons d'abord recevoir M. Gabriel Lutoula Sani qui est le président de l'association des enfants belges laissés au Congo, AEBLC. Avec lui, on va parler de cette loi qui défraie la chronique, notamment la loi proposée par la personnalité politique Noël Tchiani. Ils se sentent quelque sorte abandonné, indexé, lésé. Il va nous dire pourquoi et quelle alternative, comment agir autrement pour la paix sociale. Après, nous parlerons avec M. Jerry Kakala, qui est avocat et membre de Bokeseni, de un peu quelques points d'actualité, sa vision, la vision de Bokeseni et commenter l'actualité, comme j'ai dit tout à l'heure, loi Tchiani et toutes les autres questions d'actualité à l'heure actuelle. Nous allons parler également avec M. Ibrahim Zoko pour terminer, qui est jeune leader du Nord Kivu, avec une thématique un peu plus intéressante ce soir. Béni Ituri, guerre tribaliste ou bien djihadisme. Ce sera tout de suite, mais avant Télé 50, c'est d'abord les informations telles que la tradition le veut. Et ce 18h, c'est avec Jenny Kaembe qui est de l'autre côté du plateau, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Christopher Ochokoum, bonsoir à tous. Les grandes lignes de l'actualité. Félix Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso sont rendus hommage à Tata Cardinal Mosengo ce mardi au Palais du Peuple, siège du Parlement. Le président de la République démocratique du Congo a procédé à la décoration à titre posthume du cardinal Laurent Mosengo au rang des grands cordons dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba. Diplomatie RDC Angola, les pays de Joao Lourenço s'engagent à faire du lobbying pour soutenir la candidature de la RDC au poste du secrétariat exécutif de la SADC. La délégation congolaise, conduite par le ministre de l'intégration régionale Didier Mazinga, a échangé avec le président angolais ce mardi en Angola. Élu dernièrement à Safari Beach, le comité directeur de l'Union nationale de la presse du Congo a procédé ce mardi à l'installation du nouveau comité de l'Union nationale de la presse du Congo, section de Kinshasa, dirigé par Jean-Marie Kassamba. La nouvelle équipe devra donc faire face aux nombreux défis qui l'attendent à la tête de la corporation de Kinshasa, notamment la protection et promotion de journalistes femmes. Le président malien des transitions Assimi Goïta a échappé à un assassinat à couteau ce mardi dans la matinée. L'incident s'est produit alors qu'il assistait à la fête du sacrifice appelée Aïd al-Adha à la grande mosquée de Bamako. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. Retrouvez Gaëtan Kouba Brandi à la grande édition de ce soir. Entre-temps, Kinshasa Direct est poursuivi avec Christopher Ochokoum. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Alors, tel que je l'ai annoncé tout à l'heure, on va commencer tout de suite avec le tout premier dossier du soir. C'est avec M. Gabriel Lutoula Sani, qui est le président de l'association des enfants belges laissés au Congo.
Notre tout premier invité nous a rejoint sur ce plateau. Nous nous sommes ratés de près le vendredi dernier. Enfin, j'ai le plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. L'intitulé de votre association m'interpelle particulièrement. Les enfants des Belges laissés au Congo. Qu'est-ce que vous sous-entendez par ce concept? Dans ce concept, d'abord, si vous voyez, à ce qui concerne d'abord les noms de l'association, il y a les noms des Belges là-dedans. Vous comprenez? Et il y a le mot laisser, si on peut dire le verbe laisser. On ne voulait pas stigmatiser ou bien dire, au fond, abandonner, puisque ce sont des enfants qui étaient abandonnés. C'est-à-dire que les enfants des Belges abandonnés, on a essayé un peu d'alléger en disant qu'ils laissés, mais au Congo. Donc, nous sommes au Congo. Comment cela est arrivé en fait? Comment ils ont fait pour vous laisser? Si vous pouvez nous raconter un tout petit peu l'histoire, parce que là, tout de suite dans ma tête, je me dis que ce sont les Belges, à l'époque de colons, qui sont venus, qui ont fait des enfants avec des femmes congolaises, et qui au moment de l'indépendance sont répartis chez eux sans prendre des nouvelles. Il y a bien une génération comme ça qui survit au Congo jusqu'à aujourd'hui. Je suis quand même le descendant de ces Belges-là. Je suis de la deuxième génération, je ne suis pas de la première génération. La première génération existe, je pense que le vendredi, vous aviez vu les images de l'info. Et je peux revenir dans votre réflexion en disant comment est-ce que c'était arrivé là. Tout à fait. Si on peut se rappeler et réfléchir aussi les mémoires, les Congo, qu'on dit aujourd'hui Congo, ce n'était pas Congo. Ce n'est pas même Congo. On va aller de loin dans ces noms-là, mais c'est les Belges qui étaient venus, tout en trouvant des royaumes, des empires et tout, qu'on sort sur cette terre. Et ils ont mis, tout en colonisant, c'était le roi Léopold II qui a envoyé. Ils se sont organisés au niveau de l'Europe, des États-Unis, et tout le monde qui se sont arrangés pour venir conquérir la terre, ici. Et quand ils sont venus, au lieu de travailler, ils ont fabriqué les enfants. Ils ont fait des enfants avec les mamans congolaises. Et ces mamans congolaises, après un certain moment, je ne sais pas si le temps me permet, si je peux continuer. Allez-y, allez-y. Oui. Et ces mamans-là, il y avait des Belges qui étaient venus pour travailler. Ils étaient dans des sociétés. Par exemple, au Maniema, c'était la Somenki, c'était le Kobelmen, les Simétains. Vous comprenez, qui se trouve au Maniema, au niveau de Bangui. Vous comprenez, c'était aussi au niveau de Kailo. Au Katanga, c'était la Jekamine. Au niveau des Mboujima, c'était les Miba. Et partout, les Belges étaient partout. Et on les a interdits même de faire les enfants à cette époque-là. Mais ils ont fait. Il y a aussi d'autres Belges qui ont fait des enfants, qui ont pris des mamans congolaises dans leur famille. Volontairement ou sous la violence? Il y avait des choses, des choses. Volontairement et aussi par la violence. Puisqu'ils étaient des colons, ils ont fait les forcing. Vous comprenez? Et tout ça, c'est l'État belge qui est responsable de tout ça. Vous comprenez? Et les mamans congolaises ont subi. Et c'est pour cela qu'à un certain moment, le Belge était parti, il a laissé un enfant. Je prends d'abord l'exemple d'un Belge qui a fabriqué un enfant et on l'a dit de ne pas faire un enfant, des enfants. Il a fait un enfant et on l'a dit que non, comme vous avez fait un enfant, vous avez une punition, vous n'allez plus continuer à travailler au Congo belge et vous allez rentrer en Belgique. Et il a laissé l'enfant, puisque là, on n'accepte pas les enfants de Belges. Et c'est à partir de quel moment que vous aviez décidé de vous mettre en association? Elle remonte à quand exactement? On a décidé, nous tous, c'est le 11 novembre 2009.
Le 11 novembre 2009, une Oui, association qu'on basée avait créé l'association et l'association existait. Puisque ici. ici au Congo, ici à Kinshasa, c'est presque aussi dans d'autres provinces. Et vous avez essayé de mener des démarches pour savoir, quand même, essayer de recontacter les familles ou les cousins de ces Belges qui vous ont laissé. Oui, on essaie un peu de faire des démarches et vous savez, ici au Congo, c'est que ce n'est pas facile. C'est pas facile avec notre gouvernement et tout ça. C'est le problème politique, c'est un problème politique. Et entre-temps, vous avez une actualité principale à aborder aujourd'hui. Vous êtes personnellement dérangé par la proposition de loi de Noël Tchani visant, verrouillant certains postes clés de l'État pour les Congolais uniquement issus d'un père et d'une mère de cette nationalité et origine d'ailleurs. Je suis indigne. Je n'ai jamais vu telle pensée dans ce pays, sur cette terre des ancêtres, puisque nous sommes nés des mères et des pères belges. Vous comprenez? Et que la loi Tchani... De mère congolaise et de père belge. Belge. Et pas par choix. Non, on n'a pas fait... Il n'y a pas le choix. Vous comprenez? On n'a pas voulu ça. Mais c'est la nature. Et dans tout ça, nous regrettons de notre frère Tchani, Noël, qui apparaît subitement comme ça. Si je ne sais pas, c'est un rêve ou bien c'est le songe. Il se met le matin, il se réveille et il dit non, j'ai fait ma concept, j'ai rédigé une loi que je vais proposer aux représentants du peuple pour adopter ça ou bien pour valider ça. Mais nous, de l'association des enfants de Belges laissés au Congo, nous sommes indignes. Je représente l'association, c'est pour cela que je suis venu sur ce plateau pour dire que nous n'avons pas besoin de diviser les Congolais. Nous n'avons pas besoin de discrimination dans ce pays. Dans ce pays, il y a beaucoup de choses à faire. Dans ce pays, il y a beaucoup à exploiter. Ce n'est pas la loi de faire la discrimination, de diviser les gens. Et je pense que cette loi, ça va créer aussi l'insécurité dans ce pays. Puisqu'il y a une partie de la population, je peux vous dire, messieurs les journalistes, actuellement, si vous pouvez regarder cette loi, et vous dites que non, de pères et de mères. Mais aujourd'hui, je peux dire que tu peux voir 1 million de la population congolaise qui représente, qui n'est pas de père ou qui n'est pas de mère. 1 million sur 120 millions. Oui. Mais aussi, s'il vous plaît, j'essaie un peu de rappeler ce que dit cette fameuse loi de M. Tchani, c'est que l'on ne retire pas la nationalité congolaise à un Congolais qui ne l'est pas de père et de mère à la fois. Seulement, on préfère verrouiller certains postes clés des décisions, a-t-il dit, telles que la présidence de la République ou encore un chef d'état-major, gouverneur de banque, ministre de souveraineté, Congolais de père et de mère. C'est-à-dire que vous pouvez quand même être député, vous pouvez être tout ce que vous voulez, mais ne pas se retrouver dans ce poste-là. Ça ne vous va pas? Vous savez, messieurs les journalistes, vous pouvez regarder, vous pouvez consulter. Ce qui nous régit dans ce pays, c'est les textes. Vous comprenez? Et j'ai vu que vous vous êtes ramené avec... c'est notre Bible. La Constitution. La Constitution, c'est notre Bible. J'avais eu ça, c'est depuis 2011, quand je fus assistant à l'Assemblée nationale d'un député. Je connais la loi, je connais notre pays très bien. Mais je ne sais pas quoi, M. Tchani, la loi qui nous amène, ce n'est pas... Si vous regardez dans des articles qui se trouvent dans la Constitution,
Il a parfois, M. Tchani a violé la Constitution. Par exemple, la loi l'article numéro 10. L'article numéro 10, je peux vous lire. Allez-y, très très rapidement, parce qu'on est coursé par le temps. Oui, je vous en prie. La loi numéro 10 dit ceci. La nationalité congolaise est exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Et congolais d'origine, toute personne appartenant au groupe ethnique dont les personnes et les territoires constitués, ce qui est devenu le Congo. Présentement, la République démocratique du Congo. Je laisse d'abord là-bas. Vous savez, quand on appelle un Congolais, toi et moi, toi tu es Congolais, moi je suis Congolais. Le Congo a été constitué, c'est à quelle année? Je ne peux pas vous poser la question, c'est vous les journalistes de me poser la question. C'est en 1960 qu'on a créé le Congo. La République démocratique du Congo, c'est dans la Constitution, a été créée en 1960. Et comment M. Tchani et les autres peuvent se prévaloir d'être les Congolais? Non, ils ne disent pas que les autres ne sont pas des Congolais. On ne retire à personne la nationalité congolaise. Seulement, l'on verrouille certains postes clés de décision. Une autre raison que je n'ai peut-être pas évoquée tout à l'heure, il dit qu'une personne qui doit occuper ces postes doit avoir il a dit 100% de loyauté au Congo, c'est-à-dire qu'à aucun moment il peut hésiter s'il doit prendre une décision entre le Congo et une autre nation qui lui serait rattachée, par exemple. Parce que le Congo est quand même entouré de 9 pays voisins, il faut le dire. Et alors, si nous disons que le Congo est tourné avec 9 pays frontaliers, est-ce que, si je te vois là, je dis seulement que tu es directement congolais, ou on voit M. Tchani, il est là, il peut se présenter devant quelqu'un, il est directement congolais? Non. Et si nous regardons dans tout ça, les pays limitrophes qui nous entourent, est-ce qu'on peut faire diviser les pays, notre beau pays, par cette loi? Moi, je pense que, messieurs les journalistes, avec le temps qui n'est pas favorable... Ce que j'aimerais savoir, c'est ce que vous voulez dire à M. Tchani. Regardez la caméra juste devant vous et imaginez-vous que c'est Noël Tchani. Qu'est-ce que vous voulez lui adresser comme message, personnellement, par rapport à cette idée qu'il a eue pour protéger le Congo d'après ses propos? Je pense qu'il est trop tôt qu'on ne puisse pas viser les individus, qu'on ne puisse pas viser l'insécurité dans notre pays à travers cette loi. Moi, je demande à mon frère Noël Tchani de faire surseoir cette loi. Même s'il a déjà déposé au niveau de l'Assemblée nationale, à nos représentants, et que les députés prennent conscience et que ce pays a beaucoup de choses. Nous sommes d'abord à l'Est, il y a beaucoup d'insécurité. C'est ce qui est priorité d'abord, c'est que le chef de l'État est entré, il est derrière ce dossier-là. Et vous voulez encore mettre encore l'huile dans le feu avec cette loi. Ça nous amène à rien, ça nous amène à n'importe. Et je vous demande, M. Tchani, mon frère, d'abandonner cette loi. Merci beaucoup, Monsieur Gabriel Lutoula Hassani. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des enfants des Belges laissés au Congo. Donc, vous êtes congolais de mère et pas de père.
pas parce que vous l'avez souhaité, mais parce qu'il s'est passé la colonisation et que le Belge était au Congo et que faire un enfant avec une Congolaise était un crime à l'époque qui était sanctionné notamment par un retour en Belgique et vous, les enfants, la descendance, abandonnés à votre triste sort. Et aujourd'hui, vous vous sentez particulièrement attaqué par cette loi de Noël Tchani. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est moi qui vous remercie. On va passer à notre deuxième invité. Il s'agira de monsieur Jerry Kakala, qui est avocat et membre de Bokeseni. Télé 50 en rouge et blanc. Oui, c'est chic, c'est doux. Restez chez vous sur Télé 50. Très bientôt. Vous souhaitez recevoir Télé 50 partout et avec vous. Alors, l'ensemble de nos programmes en VOD déjà disponibles. Toute l'actualité sur notre site web www.tele50.cd. Retrouvez vos émissions, des rencontres et entretiens inédits sur YouTube Mwanamboka Congo. Télé 50 met à votre disposition son programme en ligne à suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Alors, sur votre mobile, suivez toute l'actualité avec Télé 50. Télé 50, partout et avec vous. Tel que je l'ai annoncé tout à l'heure, monsieur Jerry Kakala nous a rejoint sur ce plateau. Il est avocat, mais également membre de Bokeseni, dont il est porte-parole, si j'ai bien compris. Qu'est-ce Bokeseni, justement? Bonsoir Christopher. Bokeseni, c'est un mouvement politique qui est une intersection de partis politiques, de mouvements citoyens, des ASBEL, pour penser différemment la politique congolaise, penser différemment l'action politique congolaise, penser différemment la perception de la politique congolaise, différemment l'action politique congolaise, c'est mettre le citoyen au centre de tout. Nous avons une vision citoyenne centrée, centric citizen comme on dit en anglais. Nous proposons, non pas parce que les citoyens sont seulement bénéficiaires de l'action publique, mais nous les pensons comme des acteurs de l'action publique. C'est d'ailleurs l'une des choses que nous faisons au quotidien parce qu'avant de proposer, avant de discuter sur certaines questions, on essaie de récolter la pensée de la population en général et de la refléter par ce que nous faisons. Bokeseni, c'est la différence parce qu'après plus de 70 ans d'indépendance, on a la nette impression et même la conviction que nous sommes en train de tanguer au lieu d'évoluer vers un but commun qui est le développement et le bien-être. Vous avez dit quelque chose qui a attiré mon attention tout à l'heure, c'est que vous allez vers la population recueillir leur avis avant de mener un plaidoyer. Oui, mais d'incarner la pensée de la population, bien sûr d'incarner la volonté de la population au maximum possible et la refléter par nos propositions, par nos discussions et bien évidemment, on ne va pas se le cacher, dans notre ambition de la conquête du pouvoir. Tout à fait. Et dites-moi un peu par rapport à l'actualité, nous étions en train d'évoquer le sujet tout à l'heure. Quelle est la température de la population, par exemple, au sujet de cette proposition de loi de M. Noël Tchani? Alors, la population est dans tous les sens, selon qu'on semble être d'un camp comme de l'autre, parce que manipulés ou n'ayant pas la bonne information. Je dois vous dire d'entrée de jeu que je ne suis pas un opposant à la loi Tchani. Opposant à la loi Tchani dans la mesure où je pense que c'est un débat citoyen. Il faut qu'on accepte de débattre. Il ne faudrait pas qu'on stigmatise et qu'on pense que les textes sont personnels. Les textes sont impersonnels. Si Noël Tchani a proposé cela, c'est-à-dire qu'il y a un problème au fond. Il faut d'abord saisir ce problème. Il ne suffit pas de dire non, il veut jeter l'huile au feu. Il faut se dire quels sont les arguments contraires qui peuvent barrer la route à la loi Noël Tchani. Évidemment, on doit se le dire. Noël Tchani, vous l'avez dit avec le premier intervenant, ne veut pas retirer aux autres la nationalité congolaise. Mais même notre constitution prévoit
qu'il y a des gens qui ne peuvent pas accéder à la fonction de président. La Constitution le prévoit déjà. Bien évidemment. L'article 72, le dernier alinéa dit, je peux vous les lire, hein, si vous permettez, j'avais le texte avec moi. Nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il n'est rempli les conditions ci-après. Première condition, posséder la nationalité congolaise d'origine, être âgé des 30 ans au moins, jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques, n'est pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale. C'est-à-dire, la loi électorale peut prévoir des cas d'exclusion. Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent... C'est un consensus national. On peut décider aujourd'hui et dire il n'y aura plus jamais un Congolais à la tête du pays, ça ne sera que des Belges. Si les Congolais décident, il n'y a pas de problème. Le mal, c'est de refuser les débats démocratiques, les débats citoyens. Et les malheurs, c'est de savoir, par exemple, que le garant de la nation a déjà donné son avis sur cette question. Au lieu de laisser aux institutions démocratiques de discuter de cette question, et là, nous saluons la sagesse du président Mbosso qui dit que ce texte va suivre son cours normal au niveau de l'Assemblée nationale pour que les gens viennent discuter où est le mal, où est le bien, est-ce qu'on peut encadrer ces textes. Il peut être bien dans le fond, mais il a des incises à expurger. Ce qu'il faut faire, c'est prendre ces textes, le toiletter, expurger ce qui est expurgé, apporter certains tempéraments, il faut apporter certains tempéraments. Mais que pensez-vous de ceux qui pensent que le fait simplement qu'il soit débattu pourrait causer un trouble social? Cela pourrait nuire à la paix sociale. Il y a Ensemble qui a menacé de quitter par exemple l'Union sacrée du président de la République et tout le reste. Je suis désolé, mais ça relève de ce que je me permets de dire, une suffocante idiotie qu'on veut créer collective. On ne peut pas refuser un débat démocratique. On essaye d'intoxiquer les gens. Ensemble peut quitter l'Union sacrée, Ensemble peut rester, mais Ensemble, ce n'est pas la République. La République, c'est au-delà des 7 alliances politiques que nous avons aujourd'hui. Il faut qu'on refuse de mettre ce pays dans les carcans des accords politiques. Et là, nous sommes en train de vivre les conséquences de certaines volontés. Et je pense, et c'est ma conviction personnelle sans prêter ses intentions aux autres, que si certains camps ont peur, c'est parce qu'ils savent qu'à un certain moment, le Parlement est une résonance de personnes. Qu'à n'importe quel moment, un mot d'ordre peut changer. Que les députés n'est pas libre de parler comme le député qui venait de l'avouer. Que les députés n'est pas libre de décider. S'il était libre de décider, on le laisserait discuter de ces textes et voter librement. Mais parce qu'on sait qu'un mot d'ordre peut venir, parce qu'on sait que, comme on nous laisse croire, parce qu'on sait qu'on peut acheter une certaine conscience d'un élu national, du coup, ça pose de problèmes. Et si on n'avait pas de crainte, si on savait que tout se passait correctement dans cette institution de démocratie, je pense qu'on se sentirait libre d'y aller, d'y discuter. Surtout qu'Ensemble a des membres au niveau de l'Assemblée nationale. Et en plus, discuter, c'est bien, mais il y en a qui pensent qu'il s'agit d'une proposition de loi, celle-là, et bien d'autres d'ailleurs qui ont été plébiscitées dans l'opinion dernièrement, inopportune. On a l'impression qu'on essaie de jeter de la poudre aux yeux au public et essayer de magouiller, faire autre chose derrière, notamment placer des animateurs du côté de la CENI ou encore faire venir le Jeep à Kinshasa. Mais les lois qui concernent directement le peuple congolais, on a l'impression que ça freine un peu. On a annoncé en pompe la baisse des prix des denrées alimentaires, par exemple, là au niveau de l'exécutif, mais jusque-là, la situation n'a pas évolué. On a l'impression qu'on est en train d'endormir le peuple. Une république aux dimensions continentales comme la RDC carbure 360 km à l'heure et à chaque instant. Il n'y a pas que ça comme priorité. Et qui a le pouvoir ou les mandats de déterminer l'opportunité d'une loi? De déterminer, il y a un député qui est en train de, qui dit pouvoir proposer un texte sur le mariage, la dot et tout. Bon, on en rit. Mais nous ne sommes pas... Mais il est très sérieux, parce qu'il a appelé à une mobilisation générale déjà demain 10h, donc il n'est pas là pour rigoler à part. Non, il est très sérieux, je m'excuse, je trouve ça un peu plaisantin, mais je continue à dire, c'est un élu national, il a ce droit, il va ramener la question, elle sera discutée. C'est vrai que moi, je m'étonne quand il se permet de dire que les fiançailles, une année après... Non, mais
Je ne sais pas si c'est une prison, si on va pousser les gens à se marier par force, mais je ne vais pas rentrer dans ces débats-là. Je pense que s'il veut qu'on discute, on va en discuter. Mais pour revenir à la loi Tchani, il ne faudrait pas qu'on intoxique le peuple. C'est une opportunité de discuter. On peut dire, si on n'est pas congolais d'origine, on est congolais seulement d'un seul de parents, si on a vécu 30 ans continu en RDC, on peut être président. C'est des propositions qui peuvent être faites. Ce ne sont pas mes propositions, mais je pense qu'il y a beaucoup de pistes de sortie. Il faut couper les tentacules conflictuels et ne pas penser que c'est une loi contre une personne. Peut-être cela serait l'intention de Tchani. Malheureusement, son intention sera trahie par la lettre de la loi si, dans l'autre camp, on sait apporter des arguments pertinents qui peuvent balayer ce qui peut exclure les autres. Il y a, dans notre loi, pour acquérir la nationalité congolaise, l'un des moyens, c'est avoir posé des actes bénéfiques pour la nation. On peut dire, bon, si quelqu'un a fait beaucoup de bien à la nation et qui peut être prouvé par ceci, par cela, et qu'il a des affaires de façon continue ici, il peut être candidat à la présidentielle, il n'y a pas de souci. Mais il faut quand même discuter de ces questions et refuser de les stigmatiser comme si c'était un grave crime de pouvoir proposer une loi. Et la beauté dans tout ça, je vais chuter par là, Christopher, s'il vous plaît, c'est aujourd'hui. Nous vous avons dit, je vous ai dit au départ que nous sommes axés sur le citoyen acteur et non spectateur et receveur. Cette loi part d'un citoyen simple. C'est-à-dire, vous, Christopher, vous pouvez aussi aujourd'hui rédiger une loi, la médiatiser si vous voulez, approcher un député qui l'endosse et qui va la faire discuter. Ça veut dire que quelque part, démocratiquement, on doit en être fier. Alors, je vais justement prendre une autre réaction par rapport au même sujet. Il s'agit d'une personnalité politique aussi de grande envergure du pays, Olivier Kamitatou, qui vient de réagir il y a à peine 3 heures à un tweet d'Augustin Matata Ponyo qui a annoncé avoir été empoisonné d'après des tests préliminaires. Alors, je lis, je cite, « Empoisonnement, arrestation arbitraire, cachot et torture, loi discriminatoire et raciste sur fond de populisme, les discours sur la démocratie sonnent terriblement faux en République démocratique du Congo. Tout y transpire la fin de l'état de droit. » Puis souhait de prendre établissement à Matata Ponyo. Pensez-vous qu'à un certain moment, à une virgule ou à un certain point, il a eu à avoir raison par rapport à ces faits énoncés? Je rappelle, empoisonnement, arrestation arbitraire, cachot, torture, loi discriminatoire et raciste qui tue l'état de droit. Je pense qu'à un certain degré, il y a du vrai dans ce qu'il dit. Quand on regarde Matata, on regarde Jacques Ndala, on regarde les autres, on a l'impression que c'est une justice au service de certains intérêts. Au lieu d'être dans un état de droit, nous sommes dans un étang des droits, là où la liberté doit être le principe, l'arrestation est le principe et la liberté l'exception. Du coup, ça jette une sorte de discrédit sur notre justice, malheureusement. Justice qui est le baromètre parfait pour évaluer la démocratie d'une nation. Oui, c'est l'impression que nous avons aujourd'hui et nous espérons qu'elle va changer le plus vite que possible. Oui, parce qu'il y a un populisme ambiant, il y a un populisme suicidaire qui est là. On pense que tout c'est par la force, on pense que le président c'est un dieu, on ne peut pas le contester, on ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'il dit. À partir du moment où toutes les institutions de la République sonnent de même corde, non qu'une seule voix, nous sommes là dans une dictature maquillée. Les institutions de la démocratie, de la République doivent avoir la possibilité, quand les présidents disent ça, le Parlement dit, Monsieur le Président, nous n'irons pas dans cette logique parce qu'elle n'est pas salvifique pour le peuple. Quand on pense que le salut du peuple, c'est de pouvoir parler de la même manière, parler le même langage, quel que soit le prix. D'ailleurs, oublions la situation du peuple. Là, on est en train de suicider le pays. Et c'est là le malheur. Malheureusement, dans notre pays, les alliances se font et se défendent sur fond des intérêts privés. Kamitatou le dit aujourd'hui, mais il est de l'union sacrée. C'est bien qu'il puisse critiquer. Mais quand le projet d'un politique, le projet d'un parti, c'est d'attaquer l'autre, de mettre à terre l'autre, c'est ôte-toi que je m'y mette. Il n'y a pas de succès.
C'est pour ça que Bokeseni est là. Revenons avec de projets des sociétés. Repensons notre façon d'agir, repensons notre façon d'éduquer notre peuple en politique. Ne leur disons pas que non, nous sommes là pour apporter des solutions magiques. Ne leur disons pas que les autres n'ont rien fait. Vous verrez qu'aujourd'hui, nous sommes dans un obscurantisme total de l'ère Kabila. On dirait qu'il n'y avait rien. Moi, je n'ai que deux choses que j'ai prévues comme mesures pour Félix Tshisekedi, notre actuel président. C'est sa capacité à pouvoir organiser les élections dans le temps, primo, secundo, de pouvoir les financer par nous-mêmes. Parce que ça, on a réussi. On a eu plus de dignité. Les autres, on ne pouvait pas nous imposer leur volonté. Moi, ce sont les deux choses. S'il échoue là, c'est là que je dirais, on a tenté de dire et de critiquer avant, mais aujourd'hui, on ne réussit pas. Pour ce qui est de l'état de droit, on a l'impression qu'il y a l'élan. Malheureusement, c'est un élan à sens unique et qui, clairement, paraît avoir de cibles les anéantir. Vous avez le cas du procès Matata, qui n'est pas un procès de l'affaire Matata plutôt, on l'appelle une fois, deux fois, il doit répondre de la justice. On ne doit pas avoir peur, d'ailleurs il l'a dit. Le mal c'est quand on dit qu'on va l'affronter et puis on s'est recroquevillé sur soi-même. Mais je pense que chaque fois qu'une procédure judiciaire est enclenchée sur fond des intentions politiques, on est là dans ce que Silas a dit dans le procès politique est une perversion du procès pénal. Il n'y a pas de juge impartial. L'avocat très actif pour sauver son client, mais il les voit la vindicte populaire parce que c'est les populismes. Dans ce contexte, on ne peut rien espérer de cette justice, on ne peut rien espérer de ce qu'on veut comme état de droit. Donc, à part ces deux faits que vous venez de relever, organisation des élections dans le temps et financée par les Congolais eux-mêmes, vous aviez quand même noté durant ces deux premières, c'est déjà la troisième je crois, année du président Tshisekedi, quelques avancées, quelques, on va le dire, bienfaits de sa gestion. Oui, bien fait de sa gestion. Je dis qu'il y avait un élan. L'élan existe. Quand on dit, on a commencé tous à rêver. Tout comme vous avez cité élections, si vous pouvez aussi citer nommément ces avancées, ces réalisations. Vous me donnez un devoir difficile auquel vous risquez vous-même d'échouer comme professeur, parce que c'est très difficile de dire. Il a eu beaucoup de projets, là, beaucoup de projets. Le problème avec les politiques publiques, elles doivent être évaluées. Et quand on les évalue, on regarde, ce que je peux me permettre, il y a ce qu'on appelle l'input, l'output et l'outcome. L'input, c'est tout ce qu'on met dans le projet. L'output, c'est le résultat physique. Mais l'outcome, c'est la finalité, la matérialité. Le problème avec le projet du président aujourd'hui, on ne sait pas encore en percevoir la matérialité. On peut dire non, qu'on lui a encore du temps, mais on sait voir clairement qu'il y a des projets qui n'auront pas une matérialité bénéfique pour le peuple. Mais il y a l'élan. L'élan, c'est quoi? C'est qu'à un moment, on a tous rêvé d'une justice qui commençait à se déplumer des influences négatives passées. Tout à coup, on a vu que c'était presque de la poudre de perlimpinpin parce que c'était adressé à certaines personnes et à d'autres non. Mais là aussi, il faut dire que ce n'est pas que le président, il y a aussi une question de dignité, d'honneur et d'audace de l'appareil judiciaire. Quand on a donné un go, il peut être suivi et que cet appareil judiciaire s'affirme indépendante. Parce que cette indépendance, elle est aussi à arracher, non seulement vis-à-vis des politiques, mais aussi et surtout vis-à-vis du président de la République. Il faut que l'appareil judiciaire se sente capable de dire non à une injonction politique. Aujourd'hui en France, Éric Dupond-Moretti a été interpellé. Vous voyez, ça s'appelle une justice indépendante. On dit qu'il y a peut-être règlement des comptes et tout entre les avocats et magistrats en France pour ce qui est de Dupond-Moretti. Au moins, on sent que la justice peut dire non à la force politique et elle peut voler de ses propres ailes. Vous avez demandé de bonnes choses aussi. On pourrait tenter de mettre sur son compte la continuité de la gratuité de l'enseignement qui, malheureusement, semble avoir un contre-coup pour la qualité. On verra un peu ce que l'avenir nous dira, mais on espère que dans les 2 ans, il fera le nécessaire pour qu'on ait les élections dans le temps. Et là, on aura la chance de les censurer positivement ou négativement. Et puis, on aura la chance de dire, Monsieur le Président, vous pouvez continuer ou on en a assez vu.
vous pouvez prendre votre retraite. Merci beaucoup, Monsieur Jerry Kakala, pour cette intervention, pour cette contribution, en tout cas, je l'espère, qui aidera beaucoup pour l'actualité, pour la politique du pays. Je rappelle que vous êtes avocat et membre de Bokeseni, dont vous nous avez donné la philosophie tout à l'heure, très, très impressionnante. Merci beaucoup. J'espère que l'on se retrouvera très prochainement. Je l'espère aussi, Christopher. Dans des magazines un peu plus élaborés. On va clore ce Kinshasa Direct avec le tout dernier dossier du soir. C'est avec Monsieur Ibrahim Zoko, jeune leader du Nord Kivu, avec qui on va parler de Béni Ituri, guerre tribale ou djihadisme. Alors on va terminer avec Monsieur Ibrahim Zoko. Comme je disais tout à l'heure, je suis très heureux de le retrouver sur ce plateau parce que ce n'est pas une première. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Christopher. Et Ça a toujours été un honneur et aussi un plaisir de passer sur votre plateau. D'accord. Et vous gardez, je le vois fièrement, votre titre de jeune leader du Nord Kivu. Toujours et en contact, en tout cas en information sur tout ce qui se passe dans la région. Alors très récemment, le président de la République, on va dire, ça va faire déjà bientôt 4 mois que le président de la République a décidé de mettre en état des sièges les provinces du Nord Kivu et des Littoris en vue de stopper la série, le cycle d'insécurité qui gangrène dans la région, qui cause des morts, que tout le monde déplore. À votre avis, 4 mois après, ça avance, ça marche, on est vers la bonne voie ou bien on est en train de tournoyer? Oh, bien évidemment, l'état des sièges est là, c'est inquiétant. Il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire, c'est inquiétant. Et cette situation sécuritaire qui prévaut chez nous, ça nous inquiète, ça nous préoccupe au plus haut niveau. Cette guerre est mal identifiée, l'ennemi est mal identifié. Nos terres sont à danger. Nos terres que nos ancêtres ont léguées à nos parents. Nos parents semblent ne pas être à la hauteur de défendre ces terres. Malheureusement, au moment crucial où nous, notre génération, est au point et se prépare à prendre la relève, malheureusement. Vous savez, M. Christopher, avec la guerre de chez nous, l'ennemi nous a infiltrés jusqu'au point niveau. Dans tous les niveaux d'ailleurs, l'armée, le service des renseignements civils et militaires, vous avez écouté le président qui disait qu'il y a une mafia. Vous étiez au courant? Tout à fait. Vous étiez au courant. Ça, je ne peux pas m'éterniser là-dessus parce que le président lui-même a au moins admis que nous avons quoi? Nous avons la mafia. Et avec une mafia, on ne peut pas finir une guerre parce que... Bien, vous savez, la guerre chez nous, comme les sujets ou les thèmes le dit, guerre tribale ou djihadisme? Parce que l'on se pose maintenant cette question. Là, on a vu l'État islamique revendiquer des attentats. Il y a ce système maintenant d'exposition à la bombe, des histoires qu'il n'y avait pas avant. Là, on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe réellement de ce côté-là? Vous qui êtes jeune leader et qui avez l'information, révélez-nous des choses. Vous savez, cher Christopher, ce qui est sûr est que l'ennemi a réussi à duper l'État congolais.
les autorités congolaises. Il a réussi à duper même la communauté internationale. Parce que, chers amis, nous savons les djihadismes, les islamistes, leur mode opératoire. Ils tuent les chrétiens, les non-musulmans. Ils veulent, comme on dit, convertir les non-musulmans à musulmans. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, les djihadistes tuent tout le monde. Les leaders d'opinion, les chrétiens, les musulmans. Et ils volent nos porcs au village. Alors que les musulmans ne mangent pas de porc. Ne touchent même pas ne touchent même pas au porc. Allez-y comprendre que c'est une guerre trop complexe. Car, dernièrement, je sais que vous êtes au courant que les cheikhs, les leaders islamiques, les leaders des musulmans, les cheikhs, donc le prêtre chez les musulmans, ils ont été tués successivement, l'un après l'autre. En pleine mosquée d'ailleurs. À pleine mosquée d'ailleurs. Quel djihadiste peut faire ça? Rien du tout. En fait, nous sommes face à un défi. Le massacre de nos populations, qui vise bien évidemment à envahir nos terres, la désacralisation de nos morts et l'envahissement de nos terres et de nos ancêtres, comme je t'ai dit. Les terres de nos ancêtres sont envahies. Dans les seuls désirs de l'ennemi, l'ennemi vise à éradiquer les populations autochtones, à Beni comme à Ituri. Et après avoir éradiqué les populations autochtones, il va régner. Moi, je les appelle les... C'est qui l'ennemi? Bon, l'ennemi, malheureusement, l'État congolais n'arrive pas à nous donner la vraie face de l'ennemi ou l'identité de l'ennemi. Vous semblez savoir parce qu'apparemment vous savez des choses. En tout cas, État qui est leader des surplaces, les jeunes leaders du Nord Kivu et fils du territoire de Beni, je sais que, ce qui fait les sécurités chez nous, c'est le peuple qui migre vers chez nous. Et d'ailleurs, ça fait 7 ans, les populations à Butembo, à Beni, décriaient les migrants. Ils décriaient les groupes de gens qui quittaient vers Goma, qui ne parlaient même pas les Swahili des autochtones, et qui parlaient les Kinyarwanda, qui passaient vers Beni, Ituri. La population a dénoncé. Il y a 7 ans, voire même 10 ans, on ne les écoutait pas. Heureusement, nous saluons la bravoure de l'ancien gouverneur, Julien Paluku, après avoir constaté qu'il y a des troupes ou des populations qui ne sont pas de là et qui vont vers les milieux où les autochtones fuient, il a écrit, il a signé un circulaire interdisant les non-autochtones de circuler dans une zone rouge où les autochtones fuient, ce qui est suspect. Et c'est là, c'est depuis longtemps que ces populations vont vers nos champs, nos terres, qui sont laissées par les autochtones. Allez-y comprendre. Donc ce qui se passe, c'est que les autochtones sont là, attaqués, les autochtones fuient, et puis les non-autochtones commencent à entrer et à piller les champs. Et bien évidemment, nous, comme jeunes leaders, nous posons la question, comment les gens peuvent se déplacer vers une zone rouge, où même les populations fuient les massacres. C'est là où nous disons que non, ce n'est pas les ADF. D'ailleurs, nous qui sommes nés et grandis dans les territoires de Beni, nous connaissons les ADF depuis l'époque de Mobutu, Laurent Désir. Ils ne tuent pas. Ce n'est pas ça leur méthode. Ce n'est pas ça leur méthode. Je remercie, je ne serai pas ingrat face au gouvernement. Dernièrement, je crois que c'est le 7e compte rendu. Patrick Mouyaya a annoncé, il a eu le courage, je peux le dire, c'est le courage de dénoncer qu'il y a le peuple qui s'appelle les Banyaboucha. C'est lui-même qui l'a dit. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Il y a le peuple qui s'appelle les Banyaboucha qui collabore avec les ADF. Ça, c'est déjà un beau départ. Moi, je dis c'est un beau départ parce que je vous ai dit précédemment qu'il y avait la population à Butembo, à Beni, qui dénonçait ces gens-là. Et vous avez vu le leader Hutu, nos frères Hutu du Nord Kivu, qui sont montés à créneau à dire que non, il n'y a pas un tribu Banyaboucha. Boucha, c'est un territoire de Rutshuru, et territoire Hutu, bien évidemment. Alors, moi, j'encourage les gouvernements, je salue leurs efforts dans l'identification de l'ennemi, parce que des gens
quand le gouvernement commence à nous dire qu'il y a certains Banyaboucha qui collaborent avec les ADF qui massacrent la population, allez-y comprendre que ça, ce n'est pas du djihadisme. Je dois comprendre que vous venez de répondre donc à la question de la thématique. Il ne s'agit pas du djihadisme, mais bien d'une guerre tribale. Bien évidemment, il ne s'agit pas du djihadisme. Aussi longtemps que nous allons nous tromper à l'ennemi, nous ne saurons pas les battre. Nous ne saurons pas. L'ennemi est là. Sa vision, son idéologie est l'éradication de la population. C'est, moi je l'appelle d'ailleurs une guerre tribale, expansionniste et génocidaire. Et non pas le djihadisme. Et non pas le djihadisme. Je crois, avec cette brève explication, vous comprenez qu'il n'y a rien à voir du djihadisme. Il n'y a rien à voir du tout. Il n'y a rien à voir du djihadisme. Et donc, pour essayer de conseiller le gouvernement, pour conseiller cette opération d'état des sièges qui est en cours actuellement, qu'est-ce que vous préconisez comme piste de solution pour mettre fin à ce cycle infernal d'insécurité? Vous savez, cher Christopher, la guerre est sanglante, elle est médiatique. D'ailleurs, l'une de mes réseaux ici sur votre plateau, c'est appeler à mes frères et sœurs qui sont sur terrain, à territoire de Béni, à Djougou, parce qu'à territoire à province de Litouri aussi, sont massacrés comme à Béni. Je suis venu les encourager, les motiver et leur dire que nous sommes forts, capables de soutenir le boulot, de se défendre contre l'ennemi, capables de s'élever comme un seul homme et faire face à l'ennemi, sans compter à qui que ce soit. Et là, cher Christopher, il n'y aura personne qui va nous pourchasser, nous capturer comme un gibier et nous égorger en nous filmant. C'est vraiment sacraliser même nos morts, nos personnes, nos populations. Alors, ça c'est un appel à la population. L'appel au gouvernement est que les gouvernements admettent, ne fût-ce qu'une seule fois, ne fût-ce que pour la première fois, que la guerre n'est pas djihadiste, n'est pas djihadisme, mais plutôt génocidaire, expansionniste, qui vise juste à éradiquer un peuple et faire régner le migré que j'appelle moi les expansionnistes, bien évidemment. Le troisième appel, c'est à nos députés. Nos députés nationaux, tout comme provinciaux. Aujourd'hui, c'est nos terres qui sont visées. C'est le bas peuple qui est tué. Mais sache que l'ennemi vise jusqu'à vos sièges. Parce que l'ennemi, si l'ennemi éradique la population, il cherche à se faire ressasser sur ces terres. Quand il va se faire ressasser, il va aligner ses députés. Et c'est eux qui vont perdre leur siège, comme je l'ai dit. Enfin, ils vont chercher à influencer même les élections au niveau de nos provinces. Et Dieu seul sait la suite. Mais aussi, l'armée qui nous a toujours parlé d'une guerre asymétrique. Je vais apporter une solution. État que fils d'Ikwe, fils du territoire de Béni. Il y a une solution viser ou mettre à place des solutions aussi asymétriques, comme la guerre est asymétrique, mettons aussi des solutions qui sont asymétriques, parmi lesquelles essayons de garantir la population une formation à l'autodéfense et à la dotation aussi des armes contrôlées par nos populations locales. Donc, allez-y comprendre que si au moins nos députés aient le courage d'élaborer une loi qui garantit la formation à l'autodéfense et qui assure aussi la détention d'armes contrôlées à nos populations locales, personne ne s'hasardera pas à venir capturer nos jeunes, nos mamans, à Béni, parce qu'il laissera sa peau. Il ne sortira pas sans égratigner. Ça, je vous l'assure. Tout à fait.
Merci beaucoup, monsieur Ibrahim Nzoko. On voit que vous êtes déterminé, vous êtes informé, vous avez des solutions, vous avez beaucoup de contributions à donner par rapport à cette situation. Je rappelle la thématique. Béni Ituri, guerre tribale ou djihadisme. Vous avez répondu plutôt pour la guerre tribale. Vous pensez qu'il s'agit d'un génocide, une opération d'extinction d'un peuple en vue d'en remplacer un autre pour des ambitions un peu plus larges. Merci beaucoup pour cette contribution et j'espère C'est moi qui vous remercie. qu'on va se Christopher. retrouver encore une fois pour évoquer ce sujet ô combien intéressant. Bien évidemment. À tous et à Merci. toutes également, merci de votre attention soutenue et de rester fidèle au programme de votre chaîne Télé 50. Tout à l'heure, vous aurez la grande édition du journal présentée par Gaëtan Koubabourazi Chigueré. Et juste après, vous suivrez les restes de programme de votre chaîne Télé 50 que vous aimez bien. Kinshasa Direct, c'est fini pour ce numéro. Vivez heureux, vivez 100 ans.